Chers frères et sœurs en islam, auditeurs, auditrices de la radio et télévision Bonfilé, fidèles téléspectateurs de l'émission Jeunesse Active, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi, chers frères et sœurs, dans le cadre, comme je l'ai annoncé tantôt, de votre émission hebdomadaire, le rendez-vous hebdomadaire que vous donne l'Association des étudiants musulmans du Niger, avec la collaboration du groupe de presse, radio et télévision Bonferré. Dans le même dynamisme, avec le même plaisir, aujourd'hui, une fois de plus, nous vous entretiendrons sur un sujet d'actualité, un sujet qui concerne le monde estudiantin dans son ensemble. Amis jeunes, chers téléspectateurs, entre hier et aujourd'hui, du temps s'est écoulé. Beaucoup de choses se sont également passées. L'étudiant nigérien d'hier et l'étudiant nigérien d'aujourd'hui, quelle image dans la société d'aujourd'hui? Notre problématique de ce jour s'intitule étudiant nigérien d'hier, étudiant nigérien d'aujourd'hui, regard croisé. Il sera question pour nous, en termes de menu, de passer en revue comment l'étudiant nigérien est vu dans la société d'aujourd'hui, quelle est l'image qui se dégage de cet étudiant d'aujourd'hui. Est-ce qu'entre hier et aujourd'hui, peut-on parler de différence entre l'étudiant d'hier et l'étudiant d'aujourd'hui? Quelle est la situation sociale, académique et actuelle des étudiants? La formation intellectuelle occupe quelle place aujourd'hui dans la vie des étudiants? Quels sont les défis du monde d'aujourd'hui qui s'imposent aux étudiants? Voilà le menu qui constitue voilà ce qui constitue le menu de ce rendez-vous de ce vendredi, chers frères et sœurs. Merci de nous recevoir chez vous et de nous suivre. Je rappelle également que vous pouvez participer en direct à cette émission. Depuis là où vous êtes, il suffit de nous écrire et de nous envoyer vos messages, vos contributions ou vos questions au 93 01 34 55, 93 01 34 55. Vos messages seront lus ou commentés en direct sur ce plateau. Alors, je reçois comme invité pour débattre de ce sujet. Il était annoncé normalement recevoir 3 invités. Notre premier invité, certainement, nous l'espérons, nous prendra en cours. Il s'agit du SG Malam, ancien secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens, qui n'est pas encore parmi nous. Nous espérons qu'il nous retrouvera, Inch'Allah, au cours de cette émission. Ceci étant, nos 2 autres invités, ils sont là. J'ai avec moi Awade Nouroudine. Il était notre invité de la semaine passée. Je rappelle qu'il est le président de l'Association des étudiants juristes, la section du Niger. Awade, salam alaikum. Bonsoir, merci d'être là, d'avoir encore accepté notre invitation. Notre deuxième invité, il se nomme Abdoulaye Aboubakar. Il est le secrétaire chargé aux affaires académiques actuelles du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, UNU. Aboubakar, salam alaikum. Merci d'être là aussi à vous. Merci. Et d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons passer en revue, nous allons parler de ce sujet qui revêt un caractère important pour les étudiants d'aujourd'hui, étudiants d'hier, étudiants d'aujourd'hui, le regard croisé. Alors, Awade, je commence avec vous. Aujourd'hui, vous, en tant qu'étudiant d'aujourd'hui, certainement, les étudiants d'hier ne sont pas parmi nous, mais on fera de notre mieux pour parler des 2 images qui se dégagent des étudiants. Alors, en tant qu'étudiant aujourd'hui, Awade, dans la société, je pourrais vous demander de façon très directe, comment est-ce que vous êtes vu dans la société d'aujourd'hui? Quelle est l'image que la société a de l'étudiant d'aujourd'hui que vous êtes? Ok, merci beaucoup, M. Zabou, pour cette occasion. Et je tiens d'abord à rappeler que l'étudiant d'aujourd'hui n'est pas trop pâle à l'égard de la société, car l'étudiant n'est pas vu nettement comme celui d'hier. Et donc, ce qui m'amène à dire que, nonobstant cela, quand même, l'étudiant d'aujourd'hui a un certain nombre de qualités, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que dans plusieurs domaines, les étudiants sont en train de se former,
et ils sont en train de contribuer pour le développement de ce pays à travers la création de ces associations. Oui. Vous voyez, nous sommes là dans le cadre des études en sciences juridiques et nous sommes là, nous faisons du bénévolat avec nos jeunes frères. Donc, quelque part, ça va, l'image n'est pas juste pâle. En un mot, c'est ce que je tiens à dire. D'accord. Alors, quand on vous demande aussi, je reviens sur cette même question. Qu'est-ce qui caractérise l'étudiant d'aujourd'hui comparé à l'étudiant d'hier? Vous n'êtes pas étudiant d'hier, j'allais le dire, mais certainement, on vous a parlé de cet étudiant d'hier comparé à cet étudiant d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de nuances ou des différences entre les deux groupes d'étudiants? Et sincèrement, il y a une grande différence entre l'étudiant d'hier et celui d'aujourd'hui. D'abord, prenons sur l'aspect académique. L'étudiant d'hier n'est pas comparé à celui d'aujourd'hui. Là, je suis très mal placé de le dire, mais c'est la science qui l'oblige. Ils sont plus éveillés que nous, ils sont plus calés que nous. Mais il faut le dire qu'ils étaient aussi plus dans les conditions que nous. Parce qu'ils avaient bénéficié d'un enseignement de qualité, avec un nombre restreint, et des enseignants parents. Parce qu'avant l'enseignant, chercheur, c'est un parent. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que c'est comme s'il y a un tiraillement entre l'étudiant et l'enseignant. Vraiment, c'est aussi à déplorer. Mais je sais que l'étudiant d'hier était très bien vu, était dans de bonnes conditions, étudiait bien, s'exprimait bien et a bien servi l'État. Mais très malheureusement, ces mêmes étudiants d'hier, bon, les étudiants d'avant-hier ont aidé ceux d'hier. Mais très malheureusement, on constate que les étudiants d'hier ne sont pas là pour les étudiants d'aujourd'hui. On sent une rupture de la classe de 90 à aujourd'hui parce qu'ils sont en train de jeter l'anathème sur nous. Vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas un tel. Mais qui nous a enseigné? Oui, j'ai pas le niveau. Mais toi qui m'enseignes, fais un effort. Si tu as le niveau, comment l'as-tu eu? Tu ne l'as pas acheté au grand marché. C'est un enseignant parent. J'insiste sur le mot enseignant parent parce que c'est un enseignant parent qui t'a enseigné et qui s'est comporté en bon père de famille pour te divulguer les connaissances qu'il a, le savoir qu'il a. Il t'a transmis cela. Mais aujourd'hui, toi, tu vois ton étudiant comme un challenger. À ton époque, j'ai fait ceci. À ton époque, j'ai fait cela. Mais il faut dire qu'à votre époque aussi, qu'il y avait un enseignant modeste, un enseignant ouvert, un enseignant qui a la volonté, qui a l'amour de son travail, qui ne prend pas son étudiant comme un ennemi, un remplaçant. Parce que c'est comme si les enseignants nous prennent comme des challengers. Ils voient que aussitôt qu'ils quittent chez nous, pourtant, nous sommes conscients qu'on n'est pas comparé. Ils ont vu plusieurs pluies, comme on le dit en langue. Et vraiment, ils ont vu plusieurs saisons pluvieuses. Donc, nous savons qu'actuellement, nous ne sommes pas prêts pour les remplacer, mais nous sommes prêts à acquérir ceux qui sont en train de nous transmettre. Nous sommes preneurs et qu'ils cessent de voir en nous des adversaires. Et toujours dans le même sens, dans le même ordre d'idée, l'étudiant d'hier était bien nourri. L'étudiant d'hier était payé, était logé. Mais l'étudiant d'aujourd'hui, en matière d'éducation, vous voyez les années académiques, le camarade Ska est là pour vous parler de ça. Nous, de 2011 à 2019, ça fait 8 ans. Mais ma promotion, sans pour autant redoubler, je suis en Master 2. 8 ans d'études pour être en 5e année. Donc, si vous divisez mathématiquement, l'année académique fait 14 à 15 mois, voire 18 mois. Et quelque part, l'état d'aujourd'hui et celui d'hier n'étaient pas les mêmes. Parce que l'état d'hier prenait en charge ses responsabilités, ou bien a pris ses responsabilités, prenait en charge les étudiants, mais aussi les enseignants. Si vous prenez la faculté, avant que la faculté des sciences économiques et juridiques soit scindée en deux, parce que la faculté s'est éclatée pour donner la FSEC, d'une part économie et gestion, de l'autre part sciences juridiques et politiques. Mais en département droit, tu n'as pas droit et éco. Dans la même faculté, tu n'as pas 30 enseignants. Et là, justement, parlant d'étudiants d'aujourd'hui, les problèmes que l'étudiant d'aujourd'hui rencontre, déjà, vous mettez en avant, je ne dirais pas, vous jetez l'anathème déjà sur les conditions d'études qui ne sont pas au rendez-vous. Effectivement. Et également, les enseignants qui n'ont pas de responsabilité. Tout à fait. D'accord. On a compris. On va demander au camarade Ska également, étudiant d'étudiants d'aujourd'hui, quelle lecture faites-vous? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci aux frères qui ont
eu l'initiative, n'est-ce pas, d'avoir ce cadre-là. Et merci également d'avoir pensé à cette thématique combien de fois importante. Donc, parce que parler des problèmes des universités ou de l'étudiant ou de l'image de l'étudiant, en tout cas, nous, en tant que représentants des étudiants, nous nous réjouissons parce que quelque part, il y a ceux qui sont effectivement en train de penser à nous. Alors, l'étudiant d'aujourd'hui, comment est-il perçu dans la société? Eh bien, l'étudiant, il est très bien perçu. D'abord, c'est quelqu'un de très courageux. Dès que vous dites que vous êtes étudiant, surtout à l'université, et surtout à l'université de Niamey, tout le monde voit en vous un courageux dans le quartier. En tout cas, quand vous le dites même, les gens vont s'arrêter pour tourner leur regard pour voir à quoi vous ressemblez. Vous qui êtes en train d'endurer tout ça là, parce que il faut le reconnaître, ce n'est pas facile. Maintenant, lorsqu'on constate quelqu'un aller là-bas, ça veut dire qu'il est très courageux. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, l'étudiant, il a cette empathie-là de tout le monde. Chacun connaît aujourd'hui les conditions dans lesquelles les gens sont en train d'étudier, les conditions dans lesquelles nous sommes en train d'étudier, tout le monde les connaît. Et que on ne peut que ressentir une certaine empathie envers les étudiants, parce qu'ils savent que nous sommes en train de souffrir. On sait que l'étudiant aussi, il est très combatif. En tout cas, voilà, moi, en tout cas, ce que je peux dire par rapport à l'image de l'étudiant au sein de la société. Et en dernier, je dirais que l'étudiant, c'est l'espoir, c'est peut-être la lueur d'espoir pour la société. D'accord. Je rebondis sur le dernier aspect de votre intervention. Est-ce que vous pensez que cet étudiant qui était vu justement comme l'espoir, comme le cadre, le futur cadre de demain, cette image-là est toujours restée en l'étudiant? Cet espoir demeure toujours en l'étudiant d'aujourd'hui? Pas forcément. Au regard du développement du contexte actuel. Parce que vous savez, ceux qui ont eu à étudier avant nous, d'abord ils ont été plus chanceux. La première chance, c'est d'avoir de venir avant nous. Ça, c'est un. De deux, ils sont venus dans une période où on avait besoin des agents. L'administration avait besoin des agents et que dans tous les secteurs, on avait besoin des agents. Donc, c'était comme ça qu'on donnait des bourses gratuites à des gens. Ils partent à l'étranger, ils gaspillent la bourse, ils reviennent, on leur redonne encore, ils retournent. Mais aujourd'hui, avoir la bourse, d'abord avoir même le bac, c'est tout un combat. Quand tu as le bac, même avoir la bourse, il y a tout un arsenal de critères qui sont là. Et on t'attribue ça une seule fois, tu perds ça, c'est fini. Mais avant, tu pars au Sénégal, tu reviens, ils sont là, on les connaît beaucoup. Tu reviens, on te renvoie encore en France. Donc vous voyez, les contextes ne sont pas les mêmes. On avait besoin des gens, maintenant c'est saturé presque, c'est ce qu'on comprend. Il y a aussi le nombre. Aujourd'hui, nous sommes 45 000 étudiants. À l'université de Niamey, on est à peu près 25 000. Avec les autres universités, c'est ce qui fait les 45 000. Mais 45 000, c'est pas facile à gérer. Mais au début, ils étaient comptés au bout du doigt. Les bâtiments qui ont été conçus, il n'y a pas eu de réflexion à long terme. Ça a été juste conçu pour des étudiants de l'époque qui n'étaient pas nombreux et qui s'épanouissaient et que les conditions ne sont vraiment pas les mêmes. Ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas, en tout cas, occulter. Et dire qu'aujourd'hui, chez l'étudiant, il y a un espoir, non, pas du tout. Ici, à l'université de Niamey, en dehors de quelqu'un qui vient faire les sciences de la santé, médecine ou pharmacie, et bon, médecine, parce que pharmacie aussi, c'est des gros points d'interrogation qu'il faut poser, on va peut-être revenir là-dessus. En dehors de celui qui fait médecine ou école normale supérieure, personne ne sait son devenir. À la fin de ses études, il va devenir quoi? Moi, je fais médecine, je sais que quand je finis, je vais travailler peut-être auprès des malades. L'autre, il sait qu'il sera dans une classe avec des élèves ou à la limite dans une institution qui parle de l'enseignement. Mais quelqu'un qui vient s'inscrire dans la fac du droit, il n'est pas certain de ce qu'il va devenir demain parce que ce n'est pas professionnalisé. C'est de la généralité qu'on est en train, n'est-ce pas, d'enseigner. Donc, parler d'espoir, ça c'est des rares cas de ceux qui vont être très pointus et c'est les cerveaux qu'on va sélectionner encore pour envoyer de l'autre côté.
et aller aider. D'accord. D'accord, merci M. Eska. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à votre émission hebdomadaire, l'émission hebdomadaire de chaque semaine, chaque vendredi. Jeunesse active, vous avez la possibilité, je l'annonçais tantôt, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, de nous envoyer vos contributions, vos messages au 93 01 34 55. Vous nous écrivez et n'oubliez pas surtout de signer vos messages, nous les lirons et ils seront commentés sur ce plateau. Alors, Ska, je reste toujours avec vous. On prend le volet social aujourd'hui. L'étudiant qui était convoité, qui était bien vu dans la société d'aujourd'hui, vous disiez à l'instant que quand vous dites dans certaines fadas que vous êtes étudiant, les gens vous apprécient, n'est-ce pas? Alors, le côté social d'étudiant, aujourd'hui, quand on prend la plupart des revendications des étudiants, ça se rattache principalement au volet social. On sait qu'à l'université, l'État au moins assure la restauration des étudiants. Les étudiants arrivent là où passer la nuit, là où dormir, les bâtiments sont là. Mais c'est quoi ce problème réellement social que les étudiants ne cessent de revendiquer? Avant en fait de revenir sur cette question, et toujours sur cette problématique de comparaison, si vous voulez, on peut aussi dire que l'étudiant d'aujourd'hui n'est pas à comparer avec l'étudiant d'avant, d'un point de vue critique, parce qu'il faut le reconnaître, mon ami Awadé a voulu effleurer ça. Actuellement, dans notre milieu, ce qui manque, c'est l'esprit critique. Franchement, c'est l'esprit critique. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par esprit critique? L'esprit critique, la capacité en fait de l'étudiant à discerner et à faire la distinction de certains concepts même, et de comprendre les grands enjeux mondiaux et pouvoir peut-être se positionner et pouvoir défendre les intérêts de sa nation. Ça, c'est par rapport aux grands événements, ou par exemple ces attaques de Boko Haram, les différents événements qui se passent, là il faut qu'il y ait une grande analyse pour savoir d'où ça vient et quelles sont les réelles motivations. Ça, c'était le rôle de l'étudiant d'avant. Et on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, en tout cas dans un milieu estudiantin, c'est là-bas qu'il y a tout. C'est parmi ces étudiants qu'il y aura des futurs présidents, c'est parmi ces étudiants qu'il y aura des futurs chercheurs, c'est parmi ces étudiants. Donc, au niveau de la communauté estudiantine, c'est un tout. Donc, en principe, au niveau des étudiants, il devrait y avoir un esprit très, très, très critique et qui le permettra, n'est-ce pas, de se distinguer des autres et de savoir qu'il a acquis un certain nombre de bagages. Mais malheureusement, je vous assure, vous allez aujourd'hui venir nous réunir pour demander des avis ou faire des réflexions sur certaines thématiques. Je vous assure, vous allez avoir cette posture-là que vous avez actuellement. Vous allez tout simplement faire comme ça. Je vous assure. Donc ça, c'est un aspect à relever. Non, justement, on allait en revenir dans la formation intellectuelle. Et là, maintenant, par rapport à aux questions sociales, on a en fait l'impression que non, les étudiants ne revendiquent que le social. Si vous vous rappelez, on a fait un débat ici à un moment donné, au tout début de notre gestion. Nous, on avait fait le serment de ne pas débrayer pour des questions sociales ou de ne pas s'inscrire dans la même logique que les gens connaissaient. Nous, on allait faire de notre gestion un combat académique. Malheureusement, ce qui s'est passé, et voilà, les anciens étaient en grève. Ça a entravé beaucoup c'est en fait biologique. Ce n'est pas l'étudiant seulement, c'est tout le monde. Tout le monde aujourd'hui, quand vous mettez du sable dans son attiéké, il va réagir. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas mangé, tout de suite vous allez le ressentir. Les effets sont là, vous allez les ressentir, c'est immédiat. Donc, la réplique, elle est aussi immédiate. Mais parce qu'il n'y a pas eu cours, ce n'est pas tout de suite que tu vas ressentir les effets. Peut-être c'est à long terme, c'est ce qui fait que ça endorme les gens et que ça ne peut pas peut-être motiver les gens à venir, comment dirais-je, à faire des réflexions dans ce sens. Mais là, quand on prend l'étudiant, c'est l'intellectuel en formation. Et vous expliquez comment que le social devient prioritaire par rapport à l'académique de l'étudiant. Aujourd'hui, il y a le retard académique, il y a des problèmes académiques un peu partout, mais on a l'impression que ce n'est pas le souci premier des étudiants. C'est pas qu'il y a eu inversion des choses. J'ai dit, vous avez très bien dit qu'on a l'impression. C'est l'impression en fait qu'on a, ce n'est vraiment pas ça. J'ai dit ça, c'est une question biologique. Et que quand on touche à votre, comment dirais-je,
à certains secteurs, ça fait réagir tout de suite. Mais il n'y a pas que les questions sociales qui font bouder les étudiants. Quand vous prenez, actuellement on a un arriéré de plus de 7 mois de bourse. Il y a des camarades qui n'ont pas perçu leur deuxième bourse. Or, le moment de payer la bourse de vacances même est déjà dépassé. Mais on n'a pas fait de ça un problème. On a continué à patienter pour aller à l'école. Mais récemment, quand malgré tous ces sacrifices-là, les cours ne se déroulaient pas à l'université, mais on a senti notre point de presse et que les gens ont très bien entendu notre posture. Ça, si les choses ne s'étaient pas réglées, je vous assure, Dieu seul sait où ça allait avec. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous, on sacrifie notre bourse. Parce que c'est quoi en fait le problème? Cette bourse-là, l'aide sociale, ainsi de suite, le resto, c'est pour en fait garantir le vital. Si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez même pas aller faire tout. D'accord. Ça, c'est le minimum. Mais on n'est pas là tout simplement pour défendre l'aide sociale et la bourse. C'est ce qui amène souvent ces... D'accord, c'est qu'à le temps de revenir, on va revenir. Awadé, je vous demande aussi, on a l'impression que toutes vos revendications, il a dit, c'est la bourse. Quand les étudiants sortent pour barrer la voie de Harobanda, il n'y a pas autre chose que la bourse qui a pris un retard. Quand on sort parce que ça ne va pas au resto, on a, j'ai dit l'impression, il a dit, tout ce que les étudiants revendiquent se rapporte au côté social. Et l'académique, il est où actuellement chez les étudiants? C'est prioritaire ou pas prioritaire en réalité? Vous, votre lecture, en tant qu'étudiant d'aujourd'hui, on pense que vous êtes plus des étudiants alimentaires intégrés, comme les gens le disent. Ok. Et cette question nous amène sur un terrain un peu glissant. Et bon, peut-être que le social conditionne l'académique. Quelqu'un qui n'a pas une assise sociale, et cela se répercutera sur sa formation académique. Et comme le SCA a voulu le dire, ventre creux n'a point d'oreille. Donc souvent, moi en tant qu'étudiant, je les comprends souvent, mais sur 100 mouvements, que la cause première soit sociale, c'est vraiment aberrant. C'est aberrant pour l'étudiant de sortir à chaque fois où il y a un retard dans le paiement de la bourse ou dans le paiement de l'aide sociale. Et ce qu'il faut comprendre dans toute cette histoire, c'est qu'il est bien vrai, une fois j'ai eu à le dire à la place AB, bon, un étudiant à la sortie m'a dit Awadé, peut-être que c'est parce que tu vis chez toi, voilà. Mais il y a des enseignants qui continuent à donner des zéros. La semaine dernière, il me semble qu'en fac de sciences techniques, la FAST, il y a un enseignant qui a donné à toute la promotion 1 sur 20. J'ai vu ça sur les différents statuts WhatsApp. C'est vrai, je ne suis pas en contact permanent avec ceux de la FAST parce que je ne suis pas dans le monde syndical. Mais c'est aberrant. Ça doit pousser et le délégué de la section et le délégué général de la faculté et à toucher le SCAS, et le SCA, le secrétaire chargé des affaires académiques, à faire un mouvement. Soit les étudiants sont nuls, ou bien l'enseignant l'est. Parce que je ne peux pas comprendre, sur une évaluation de 20 à 30 personnes, personne n'a la moyenne et tous ont des notes éliminatoires. C'est des trucs qui doivent nous pousser. Je me rappelle en 2015-16, nous avons fait un sitting relativement à ça. C'est un enseignant-chercheur qui a fait une évaluation en licence droit public. Personne n'a la moyenne, 106 étudiants, personne n'a la moyenne, et la plus forte note c'est 8 sur 20. Et il écrit en bas, NB, l'étudiant d'aujourd'hui n'a pas le niveau de l'élève d'hier. Vous voyez, quelque part c'est frustrant, mais nous qui sommes les étudiants, on nous note. Mais les enseignants ne sont pas notés. Un enseignant peut commencer du 1er au 31 décembre à attribuer des 0, des 1, mais il n'est ni interpellé par ses pairs et moins par les étudiants. Et c'est ce qui me cœur, moi. Personnellement, et on doit essayer de revoir nos choix. Cette année, ça va. On a des étudiants, des représentants qui s'intéressent à l'académie. Mais hier et avant-hier, ce n'était pas ça. Et raison pour laquelle, souvent, je vais vraiment aller au bout de mes idées pour le dire, parce que j'ai trop contenu dans à travers la revendication du paiement de la bourse et de l'aide sociale, c'est que les caisses du bureau aussi seront un peu alimentées. Est-ce que vous voyez? Mais le bureau n'est pas là pour ça. Dieu merci, je ne le dis pas pour le flatter parce que nous sommes sur le même plateau. S'il y a un défaut à dire, je le dirai sans passer par mille chemins. Mais il faut le reconnaître que
Et cette classe syndicale que nous avons aujourd'hui est en train de faire quelque part de l'académie son cheval de bataille. Mais il faudrait que la base elle-même soit consciente pour rappeler à l'étudiant représentant la base que nous avons des problèmes d'ordre académique et ces problèmes-là doivent être solutionnés. Alors justement, Arouadé, la base doit être consciente. Nous sommes dans ce processus de conscientisation de la base. Alors vous, comment expliquer ce qui étonne aujourd'hui? Il a dit l'étudiant c'est espoir de demain. L'étudiant, l'intellectuel en formation. Comment expliquez-vous? Vous avez donné un exemple très illustratif, le fait qu'on donne des zéros aux étudiants et même pratiquement c'est sur les réseaux sociaux que le bruit s'est fait. Dans le concret, il n'y a pas eu d'action. Alors là, on a l'impression, ça confirme la thèse peut-être que les étudiants sont des étudiants alimentaires aujourd'hui. Cette inversion de l'ordre des choses, l'académique qui devient secondaire par rapport au social, quelle lecture vous en donnez? En fait, l'étudiant d'aujourd'hui n'est pas alimentaire. C'est quelque part les représentants qui sont alimentaires parce que les étudiants sont en train de bouder. Mais c'est en haut qu'on ne fait pas ressortir les vraies revendications de l'étudiant. Les vraies revendications, vraiment, ils ne sont pas ressenties quand il y a des déclarations et autres. C'est vrai, on commence par le social, mais on finit par l'académie. Mais on devait, parce qu'on dit étudiant, il n'y a pas une inscription sociale, il y a des inscriptions académiques. Donc les problèmes académiques sont prioritaires. Et si vous prenez en fac de droit, en 2017, une enseignante a fait une évaluation sur 319 étudiants. Personne n'a la moyenne. Et c'est des trucs qui doivent nous interpeller, que quelque part, c'est que l'étudiant même, il est conscient, il a eu à le dire. Dès que tu dis que tu es à l'université de Niamey, on cesse même de voir en toi l'intelligent, mais on voit le courageux, parce qu'on sait que tu es confronté à des menaces d'ordre académique et même social. Regardez, pour payer une simple bourse, il faut qu'il y ait des morts de personnes. Bagali, paix à son âme. Il n'est pas mort dans un combat académique, c'est un combat purement social. Vous voyez, si vous remontez de par l'histoire, jusqu'en 90, il y avait des acteurs vraiment qui faisaient des combats personnels et non généraux. Mais l'étudiant d'avant-hier, vraiment, quand il fait des mouvements, c'est basé sur l'académie. Mais là aussi, c'est parce que l'État a pris ses responsabilités relativement au social. Il y a des fois où j'aurais appris que le magasin même du CNU n'a pas de ravitaillement. Le SK est là pour le confirmer. C'est vraiment déplorable pour une communauté de plus de 25 000 personnes et qu'on soit en mesure de ne pas avoir de quoi nourrir des étudiants. Et c'est comme ça qu'ils font pour créer des mouvements et fermer la cité. Au fait, c'est un jeu de dames. Nous sommes les pions, eux ils sont derrière, ils les poussent. D'accord. Oui. On a compris. Merci. Merci bien, chers téléspectateurs. Nous vous rappelons encore que vous êtes au rendez-vous hebdomadaire de l'association des étudiants musulmans, Jeunesse Active. Aujourd'hui, il est question de l'étudiant nigérien d'hier et l'étudiant nigérien d'aujourd'hui, regard croisé. Nous avons réalisé un élément, nous avons interviewé des étudiants sur cette même question, mais pour des raisons techniques, nous ne serons pas en mesure de faire passer cet élément, nous nous en excusons. On aurait pu enrichir ce débat avec ces éléments, l'intervention des étudiants, mais quelques difficultés techniques ne nous ont pas permis de faire passer cet élément. Alors, Oscar, je reviens à vous. On a parlé du social. Aujourd'hui, on parle de l'académique. À l'université de Niamey, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes académiques que vous êtes là, vous êtes bien placé pour certainement nous éclaircir par rapport à ces questions. Parmi ces problèmes académiques, il y a le retard académique, pratiquement, qui a touché presque l'ensemble des facultés. Il y a le rejet des dossiers de nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, on nous dit que tu as un bac 2018, tu ne peux pas t'inscrire à l'université de Niamey. Il y en a qui ont le même de bac 2019, qui n'ont pas certainement pu s'inscrire. Ces problèmes académiques-là, qu'est-ce qui est en train d'être fait par rapport aux revendications, que je l'ai dit, les bourses qu'on entend chaque jour, académiquement, ça ne va pas. Qu'est-ce qui est en train d'être fait ou c'est quoi réellement le problème? Merci. Donc, pour répondre très clairement, ce qui est en train d'être fait est qu'en tout cas, tout étudiant détenteur de son bac désirant s'inscrire à l'université de Niamey et qui dépose son dossier sera accepté dans les limites des principes en médecine, dans les autres facultés. Bon, pas avoir un bac A pour venir dire qu'on va faire médecine. Ça, c'est ça, je parle dans les limites, effectivement. Donc, tout celui, on ne peut pas admettre, nous, en tant que comité exécutif,
que les universités partent organiser le bac, certifient que ces élèves-là sont aptes à suivre une formation supérieure, et que quand ils viennent déposer leur dossier, qu'on ne les sélectionne pas. Par exemple, à la fac de lettres, à la fac de sciences, à la faculté de sciences économiques et de gestion. Mais on tend concrètement vers quoi? Un concours, après ton bac, il faut que tu fasses encore un concours pour faire. Le bac, quand tu l'as même sur la Lune, c'est la première ouverture universelle qui est reconnue. On ne fait pas équivalence de bac. Le bac, c'est le bac. Sur la Lune, c'est le même bac quand tu veux aller. Quand tu veux aller sous les océans, le même bac là, il est reconnu partout. Donc, pour quelle raison l'université de Niamey va dire qu'elle ne prend pas les gens? En fait, ça, c'est un problème d'humeur de personnes. Et cela démontre qu'en fait, on ne prend pas au sérieux l'avenir des enfants des pauvres. Aujourd'hui, le ministre ne peut pas prendre des mesures. Ils sont venus récemment avec des textes, ils vont faire des réformes parce qu'il y a manque d'autorité à l'université. Ils ont changé, mais qu'est-ce qui a bougé? Finalement, ça n'a même fait qu'entraver les choses. Aujourd'hui, le ministre ne sait même pas concrètement ce qui est en train de se passer à l'université. Il ne sait pas il y a combien d'étudiants. C'est une estimation. Ça, c'est réel. Il ne sait même pas concrètement ce qui se passe. Donc, on ne peut pas évoluer dans ce... Il prend des engagements, on donne des instructions à des gens et il refuse d'exécuter. Aujourd'hui, le recteur n'a pas le plein pouvoir sur tous les doyens. Les doyens font ce qu'ils veulent et que le recteur... Là où le ministre même ne peut rien, à plus forte raison le recteur d'un point de vue hiérarchique. Donc, c'est ça. Et que le doyen a il fait ce qu'il veut, certains doigts, ils se comportent comme ils veulent. Il y a des textes qui cadrent en fait le système. Si c'est conformément à ces textes-là, quel que soit ce qui vous frappe à part pour l'homme, on vient à un examen, on pose des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, vous avez 0. Là, il n'y a pas de problème. Celui qui a bien répondu, il a sa note. On comprend cela. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est des mesures qui ne font pas partie des textes fondamentaux de l'université, mais vous allez voir, c'est des nouvelles mesures que les gens vont prendre. En un mot, c'est de la BDA. C'est de la BDA qu'ils sont en train de faire, et il n'y a personne aujourd'hui pour venir leur dire c'est ça. Peut-être les formations syndicales. Quand on vient, ça ne va pas. Mais d'un point de vue administratif, il n'y a rien. Aujourd'hui, les enseignants, ils font ce que bon leur semble. Il n'y a aucun dispositif pour les ramener à l'ordre. Il n'y a rien. Mais là, le problème qui se pose aujourd'hui, vous le savez certainement, à la fac des lettres, par exemple, on ne parle, c'est pas si c'est fondé, vous êtes là pour le confirmer, on parle de 2000 rejet, le nouveau bachelier. Et ce n'est pas seulement à la fac des lettres, à la fac des sciences certainement. Ces rejets de dossiers, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que vous avez été investigué? C'est quoi la raison fondamentale? Pourquoi ne pas accepter l'étudiant nigérien qui a son bac, nouveau bac, à l'université de Niamey? Voilà. C'est ça, je vous dis, c'est de la BDA. Pour venir à l'université, il vous faut un bac. Ça, tout le monde le sait. Quelqu'un qui n'a pas le bac, s'il dit qu'il va venir s'inscrire, là, vraiment, on sait qu'il a voulu chercher des problèmes. Mais tu as ton bac. Il n'y a aucun texte qui refuse à ce que tu viennes t'inscrire. Mais un doyen va se mettre de côté. Mais on ne connaissait pas ces problèmes si ce n'est pas récemment. À la fac de lettres, les inscriptions n'ont jamais causé de problèmes. On clôture les inscriptions. Ça, ce sont des choses que les gens sont en train d'inventer. Et c'est des humeurs personnelles. Parce que je suis doyen, je fixe mes critères, je prends juste ceux qui ont le bac à l'écrit. Et quand tu saisis les supérieurs, on va te dire non, c'est une responsabilité académique, on ne peut pas faire de l'ingérence. Si on les appelle, ils vont se fâcher parce que c'est des élections qui ont été faites et que les gens se sont mutualisés, ils ont mutualisé leurs forces pour parvenir. Et qu'aujourd'hui, le doyen de la fac de lettres, s'il pose un acte, un recteur se sent peut-être gêné de l'interpeller pour ne pas être, je ne sais pas, réélu une prochaine fois ou bien un autre truc comme ça. Et il y a tellement de complaisance qu'aujourd'hui, certains doyens se permettent même de voyager et de faire des mois sans revenir. Des dossiers sont là, on ne signe pas. Donc, par rapport à la fac de lettres, c'est une question d'organisation. On vous dira peut-être que non, c'est un problème de place. À l'université de Ouaga, en 2015, ils avaient 15 000 étudiants inscrits en première année de droit. 15 000 étudiants en première année.
Et ils n'ont pas un amphithéâtre de 15 000 places. C'est un amphi de 1000 places. C'est une question d'organisation. Et ils gèrent très bien le flux des étudiants. Ici, nous, on a des gens qui sont très limités dans les réflexions et qui n'écoutent pas les avis des autres. Parce qu'on pense qu'on est, je sais pas, qu'on est un administrateur, on est doyen, on est SPU, on est chef de scolarité, on pense connaître tout. Or, c'est pas de cela qu'il s'agit. La gestion en tant que telle, elle s'apprend. Donc, ce n'est pas parce que juste vous êtes professeur, on fait de vous doyen, vous ne savez pas gérer les hommes, vous n'avez aucune expérience en termes de management et vous allez venir mélanger les choses. Donc là, voilà ce qui se passe. Vous expliquez Effectivement. Donc, les régés de 2000 là dont vous avez entendu, c'est vrai. Il y a eu 5000 demandes et il y a eu 3000 qui ont été retenues, à peu près 2000 rejetés. Donc, on est revenu pour un peu les saisir. Le ministre a été aussi saisi. Parce que moi, je lui ai rappelé que monsieur le ministre Yahouza, c'est à votre temps. L'histoire retiendra que c'est à votre temps. Quand tu as ton bac, il faut aller voir un ouléma pour qu'il te fasse des doigts et que tu sois retenu à l'université. Il a voulu faire semblant de ne rien comprendre. Il le sait très bien. Parce qu'ils ont aussi des parents qui les appellent pour dire mon fils n'a pas vu son nom. Ou tous les jours, mon téléphone, toutes les secondes, actuellement, c'est des appels qui sont en train de machin des messages. Donc, on est reparti vers eux. Hier, on a sorti une liste où il y a 900 et quelques qui ont été retenus, à peu près 1000. Donc, au compte de la fac de lettres, on peut dire qu'il y a quelques 1000 dossiers jusque-là qui sont en attente. Et que, Inch'Allah, eux aussi, ils vont trouver des places. Ça, c'est comme ça. On ne peut pas. 1000, j'ai vu 2000 ou des milliers d'étudiants, vous les lâchez comme ça dans la nature. Et vous voulez qu'il ait la paix et la tranquillité. Mais ce n'est pas possible. 1000 personnes et 1000 jeunes braves, ils ont leur bac, ils veulent venir étudier et vous leur dites non, ils n'ont pas accès à l'université. Est-ce que les gens ont en fait un aperçu de l'ampleur de la bombe à retardement qu'ils sont en train de... Justement, parlant de nouveaux bacheliers, il y a aussi le cas des anciens bacs aussi. Quelqu'un qui a un bac 2017, récent d'ailleurs, 2018, il n'a pas la possibilité de s'inscrire. Est-ce que vous confirmez cela aussi? Il n'y a aucun dispositif réglementaire aujourd'hui ou un truc institutionnel qui dit qu'il faut avoir un bac qui a tel âge pour venir s'inscrire. Non, ça c'est des critères vraiment subjectifs. Quand tu as ton bac qui a 10 ans ou 100 ans, il y a des gens qui viennent s'inscrire à l'université après leur retraite pour acquérir d'autres connaissances dans d'autres domaines. Aujourd'hui à l'université de Niamey, je vous assure, avec votre bac de 2019 même, vous avez des problèmes. Et particulièrement à la fac de lettres. L'année passée, on a fait face à des situations pareilles. Rejet pour motif ancienneté de bac. Un bac de 2017. Là où je vous parle, il y a des Nigériens, des fils de pauvres, qui ont travaillé dur pour avoir le bac et avoir la bourse. Ils ont été refusés de s'inscrire dans les facultés où leur nom a été retenu pour d'autres problèmes, ils n'ont pas pu s'inscrire. Aujourd'hui, la bourse est là en train de planer et d'autres ont même perdu cette bourse-là. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'université de Niamey. Ça, c'est une réalité. Il faut que les gens le disent et qu'ils l'acceptent tel. Nous sommes là en train de nous battre pour ça. En tout cas, nous ne pouvons pas cautionner que cela passe. D'accord. Merci bien, Kamaraska, merci bien. Awade, je reviens à vous. Les problèmes académiques, nous en parlons. Parmi les problèmes académiques, il y a aussi le retard académique à l'université de Niamey. Pas l'université seulement de Niamey, pratiquement un peu partout, je le disais. Alors, quelle est votre lecture? Si ce problème-là, on a l'impression, je l'ai dit, que ça ne préoccupe pas comme les problèmes sociaux. Académiquement parlant, ça ne va pas. Awade, quelle lecture faites-vous, vous en tant qu'étudiant d'aujourd'hui? Et en fait, si ça ne va pas académiquement, c'est parce que tout simplement, il y a une tranche, il y a une catégorie d'enseignants motivés, mais qui n'est pas vraiment majoritaire. Il y a des enseignants qui finissent leur cours en une semaine. Ils font les évaluations la semaine prochaine ou 2 semaines. Ils demandent même aux délégués de leur donner une date pour qu'ils puissent programmer l'examen. Et il y a quelque part d'autres enseignants. Avant-hier, un étudiant m'a interpellé pour me dire que ça fait 1 an que leurs copies sont avec un enseignant et il n'a toujours pas corrigé les copies. Et certains enseignants essaient de nous faire comprendre que c'est le nombre. Je leur ai dit que nous avons eu la chance de visiter au moins 10 à 15 universités étrangères. À Dakar, le nombre d'étudiants en première année droit est plus élevé que l'intégralité des étudiants à l'université Abou Moumouni. Et j'ai vu leur amphithéâtre. Ils ont un amphithéâtre de 2000 places. Mais les enseignants font passer les étudiants par groupe. Et aujourd'hui,
il y a ce qu'on appelle la migration académique. Les étudiants, allez-y voir à l'étranger, au Bénin, au Burkina, au Togo, les Nigériens sont là-bas, en gogo. Et pourtant, avant, les doyens de ces facultés, les recteurs de ces universités me disaient qu'ils venaient au Niger pour étudier. Mais ils n'arrivent pas à expliquer, ils n'arrivent pas à comprendre cette transhumance-là des Nigériens vers les autres pays. Toujours dans le même ordre d'idée. Et si vous prenez le cas de la FCEG et de la FSJP et de la fac d'agronomie, FAST, qui ont brillé par leur état, parce que la faculté de médecine, il faut le dire, a été toujours l'exemple. Il faut l'inclure désormais. Oh là là. Donc vous voyez, on me demande de l'inclure. Et vraiment, c'était la faculté modèle. C'était la faculté modèle parce que eux, ils savent que l'année commence à une telle date et se clôture à une telle date. Mais chez nous, c'est comme la vie. Tu as une idée de la date de ta naissance, mais celle de la mort, tu l'ignores. C'est comme ça à la FCEG. Nous savons tous quand est-ce que nous sommes venus, mais personne n'a une idée de l'année ou bien de la date précise qui doit quitter ses facultés. Et là, le problème est partagé. Et si vous prenez, il y a l'État qui ne fournit pas assez d'efforts. Quelque part, le nombre d'enseignants, il faut le dire, ils ne sont pas nombreux. Si vous prenez en faculté de droit, il y a 18. Il y a moins de 18 enseignants parce qu'il y a ceux qui partent à la retraite d'ailleurs. Il y a moins de 18 enseignants pour 3 départements, voire 4 à 5 départements de droit privé, département de droit public, et maintenant il y a le département relations internationales, et il y a des nouveaux masters qui sont en train d'être créés. Mais il y a une injustice qui est là. Moi je me rappelle en 2016, on était en master 1, on était en master, en cours. Il y a 2 masters qui ont été créés par des bailleurs, le master en droit notarial et le master en paix et sécurité. Ils ont fait la sélection, on avait 9 mois en master 1. Ils ont fait la sélection des nouveaux masters là. Et ils ont fini le master 1 avant nous. Tout simplement parce qu'il y avait des bailleurs qui mettaient la pression pour finir l'année en 6 à 7 mois. Et même en cas de grève, on prend ces étudiants-là, on les délocalise pour les amener soit à l'ENAM ou bien dans un cabinet pour les dispenser des cours. Vous voyez à quel point nous sémons même l'injustice au sein même de la faculté, au sein de notre université. Donc quelque part c'est pour dire que le flux là, le nombre là, n'est pas un problème, c'est une question de motivation et de rigueur. D'accord, merci bien. Nous entamons la dernière partie de notre entretien. Le temps qui nous était parti tire à sa fin. Le dernier volet, c'est la formation intellectuelle. Elle occupe quelle place aujourd'hui chez l'étudiant? La semaine passée, nous en parlons. Quand on voit que le distractif est plus important chez l'étudiant que le formatif en réalité. Vous avez donné un exemple illustratif. Les matchs de football, les soirées dansantes sont plus importants chez l'étudiant qu'une conférence de formation aujourd'hui. Alors, la formation intellectuelle occupe quelle place chez l'étudiant d'aujourd'hui et quel message avez-vous à donner justement par rapport à ceux qui vous suivent, les étudiants d'aujourd'hui qui vous suivent et vous également en tant qu'étudiant d'aujourd'hui? Quelle lecture faites-vous rapidement? Je sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Et relativement à la formation intellectuelle, individuelle aussi, je vais dire que là, vraiment, nous étudiants, nous sommes en train de fauter. Parce que là, vous allez voir que quand on parle de formation, la dernière fois, il y avait le vice-président de la cour de la CEDEAO qui était à l'université de Niamey, précisément à la faculté de droit. Mais je vous dis, il n'y a pas plus de 200 personnes dans une salle ou bien dans un amphithéâtre de 1000 places. Si vous prenez, quand il y a des formations à faire, les étudiants ne sont pas engagés. Nous avons animé des conférences. La dernière fois, on a fait une journée d'orientation, le club des étudiants, le club Ohada, l'université Abou. Mais je vous assure, moi j'ai compté, j'ai eu cette curiosité de compter. Il y avait 75 personnes dans un amphithéâtre de 1000 places. Mais vous avez vu, la dernière fois, il y a eu un concert de Soga. C'était guichet fermé. Et là, la culture aussi fait partie de la formation intellectuelle, c'est vrai. Hein? Mais il ne faut pas que la culture occupe plus de place que l'académie. Si vous prenez, j'ai eu à faire des investigations. Prenez la place Arébus de l'université Aboumouni. Essayez de voir ceux qui sont connectés. Je vous assure, 80% sont sur les réseaux sociaux. Si vous partez à la place Niger Post, il y a eu des cadres, comment on appelle ça, des zones
et comment ils les appellent, des espaces verts où les jeunes se connectent. C'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est pour télécharger les séries et films. Et là, vraiment, j'ai un appel à lancer aux étudiants. Ce que pour faire développer le Niger, on n'a pas besoin de ceux qui maîtrisent WhatsApp ou qui maîtrisent Facebook, mais on a besoin de ceux qui maîtrisent l'actualité du monde, ceux qui maîtrisent leur spécialité. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te revendiquer étudiant en droit, juriste, tu circules avec un code civil, et que là, tu ignores même les nouvelles lois qui ont été votées. Mais tu es à jour par rapport aux séries. Nous sommes au 2e, 3e, 4e épisode. Tu maîtrises bien les séries, mais très malheureusement, concernant l'académie, et tu es en retard, tu es même absent. Et là, il faut le dire que les pays qui nous entourent là sont partis plus loin. Si vous prenez le Sénégal, un étudiant en droit du Sénégal, au moins il a écrit 2 à 3 bouquins. Et celui d'ici, c'est vrai, il est bloqué par une académie boiteux et quelque part un social que lui-même est en train de conduire vers la mort. D'accord. Justement, Awadé, on va prendre votre mot de la fin. Dans tous ces problèmes que nous avons énumérés, quelle est la responsabilité de l'étudiant? Ça sera votre mot de la fin. Et quels sont les défis qui se posent aujourd'hui aux étudiants d'aujourd'hui? La responsabilité de l'étudiant, c'est qu'il faudrait qu'il priorise l'académie sur le social et sur le divertissement. Il faudrait qu'on sache qu'à l'université, nous sommes partis pour décrocher des diplômes et non pour nous connecter de 24 heures sur 24. Et maintenant, par rapport aux défis, il me semble qu'un étudiant, comme a eu à le dire le camarade Iska, l'étudiant c'est comme une canne. Il doit guider la société. Quand je vois un étudiant en train de prendre de la chicha, ou en mode check-down, ou en mode afro, je me dis que est-ce que c'est la bonne canne? Est-ce que cette canne-là peut vraiment conduire cette société? Donc il faudrait que pour le développement de ce pays, nous jeunes, que nous soyons conscients que nous avons une lourde responsabilité, non seulement à traverser et à faire traverser les générations qui sont derrière nous. Donc vraiment, en un mot, je vais dire à mes camarades jeunes étudiants, comme étudiants, que l'heure n'est plus au divertissement. Travaillons et encore travaillons. Merci. On a compris le mot de la fin, camarade Fresca. On va également prendre votre mot de la fin. On a parlé de la formation intellectuelle, des problèmes d'ordre académique, les problèmes d'ordre social. Alors, dans tous ces problèmes, quelle est la responsabilité de l'étudiant d'aujourd'hui et quels sont les défis qui se présentent à cet étudiant d'aujourd'hui? Merci. La responsabilité de l'étudiant réside dans le fait que en fait, c'est lui l'acteur. De toutes les façons, on est mieux servi que par soi-même. Pour votre propre développement, pour votre propre formation intellectuelle, lorsque vous n'êtes pas motivé, quels qu'en soient les ingrédients qu'on amène autour de vous, ça ne veut pas, n'est-ce pas, évoluer. Et moi, je me dis que quelque part, cet étudiant, il a été trahi. Il a été trahi, pourquoi? Pour revenir comment dirais-je, en mot de fin, l'étudiant d'hier et l'étudiant d'aujourd'hui, ils ont tous échoué. Pourquoi? Parce que l'étudiant d'hier, c'est aujourd'hui lui qui est là dans l'administration. Ça a fait changer quoi au pays? On ne doit pas s'inscrire dans le fait que moi je vais à l'école je pars, j'étudie la médecine pour devenir riche et circuler dans les véhicules. Non, quand tu pars, c'est de faire le lien entre le problème de la société et ce que tu as étudié. Moi, j'ai étudié la médecine, je dois apporter ma contribution pour que les gens ne dépensent plus de l'argent dans le traitement du palu. Ça fait booster l'économie. Parce que si tu sais que tu dois dépenser ça dans ta santé, c'est un problème. Donc, quand tu as un mauvais médecin, il ne peut que ruiner le pays. Donc, les étudiants que nous sommes, on n'est pas en train de nous enseigner de la vraie science. C'est pourquoi j'ai dit on est trahi. Ce qu'on est en train de nous enseigner à l'université, c'est sorti en fait de la période post-coloniale où on avait besoin juste des administrateurs et on a conçu un programme général pour juste comprendre le français et traduire les langues. C'est tout. En dehors de ça, on ne sait rien faire que parler du français et insulter les gens. Tu vas venir finir tes études à l'université, tu ne sais même pas réparer une ampoule. Il faut qu'on cherche quelqu'un qui a fait CTK Kalmaharo à partir de son BPC. Parce qu'on ne t'a pas appris un travail de la main et on ne t'a pas appris à développer ton intelligence pour créer. Mais tu vas créer quoi, toi, qui est toujours dans du... Comment dirais-je? D'accord. Et là, le défi, c'est quoi? Voilà. Donc, le défi de l'étudiant, c'est que l'étudiant doit comprendre que l'avenir de ce pays-là repose à lui. Si aujourd'hui nous sommes
dans cette situation et que le pays traîne toujours à décoller, c'est parce que quelque part, ceux qui sont en train de le diriger, je le dis, ils n'ont pas eu accès à la bonne science qui allait leur permettre de savoir qu'en fait, les Occidentaux ne sont pas nos amis, ils ne vont pas venir nous développer le pays gratuitement. Il faut se désillusionner, que les gens partent étudier, qu'ils soient assoiffés de la science et qu'ils s'approprient du savoir dans tous les sens du terme. Et participer à relever le défi et à redresser le pays. Donc, voilà. Merci. Votre base certainement vous suit. Elle vous a écouté les messages que vous leur avez adressés. Nous vous remercions pour votre participation à ce débat d'éveil de conscience et de formation des étudiants, de la jeunesse de manière générale. Alors, le temps de nous lire rapidement ce message qui vient de nous parvenir. Hamidou Garba Kader, ancien SCAS de l'UNUT, qui nous écrit: bonsoir à vous, chers animateurs du plateau Jeunesse Active. La situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'étudiant nigérien est programmée par les enseignants-chercheurs et le pouvoir en place. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Même les universités de l'intérieur du pays qui marchaient à fond ont été liquidées par les soi-disant redressements de la situation. Ça me cœur de le dire, mais c'est vrai. Signé Hamidou Garba Kader, ancien SCAS de l'UNUT, qui est un de nos fidèles téléspectateurs. Amis jeunes, c'est ici que s'arrête ce rendez-vous de votre émission Jeunesse Active. Nous étions accompagnés de Abdoulaye Boubacar, qui est l'actuel secrétaire chargé aux affaires académiques du comité exécutif de l'UNUN. Abdoulaye, merci d'avoir été en notre compagnie. Second invité, Awade Nouroudine, il est le président de l'association des étudiants juristes, la section du Niger. Awade, merci également à vous. Oui, merci bien. Merci bien. Alors, merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de réalisation. On a compris, l'étudiant d'aujourd'hui fait face à beaucoup de défis et ces défis doivent être relevés à travers le travail, à travers la conscientisation, la prise de conscience de ce qui nous attend. Ils l'ont dit, cet étudiant est considéré comme l'espoir de demain, l'espoir du développement de ce pays. Nous devons nous mettre à la tâche et connaître notre responsabilité, nonobstant bien évidemment les problèmes d'ordre académique qui ont été passés en revue, les problèmes d'ordre social également qui ont été évoqués. Malgré ces difficultés, il y a le courage qu'il faut prendre, il y a la responsabilité qu'il faut connaître. Nous prions Dieu d'assister les étudiants, d'assister tous les acteurs de développement de ce pays et que Dieu bénisse ce pays et tous les Nigériens. Merci à tous. Restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.